Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'Écho. Je vous présente tout de suite mes invités. Jacques Sapir, bonjour, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Dominique Seux, bonjour, éditorialiste au journal Les Échos. Bernard Spitz, bonjour. Président de la FFSA, Fédération française des sociétés d'assurance et également coordinateur des questions sociales au G20. Vous étiez à Los Cabos, au Mexique. Olivier Berruyer, bonjour, auteur du blog www.lescrises.fr. Alors, quel bilan peut-on justement faire du G20 de Los Cabos au Mexique? A-t-il rassuré les marchés? Semaine décisive pour les Européens qui se retrouvent dans quelques jours à Bruxelles pour un conseil décisif. Quelle est la prochaine étape pour l'Europe? La Grèce veut 2 ans de plus pour assainir ses comptes. L'Union européenne et le FMI vont-ils renégocier le mémorandum? Enfin, l'Espagne devrait faire une demande d'aide en bonne et due forme dans quelques jours. Quelles pourraient être les modalités d'un plan bancaire pour Madrid? Avant d'en débattre, je vous propose de revenir sur les unes économiques de la semaine et c'est signé Farah Bouchrak. Les Européens sont sous pression à l'ouverture du G20 de Los Cabos au Mexique. Nous n'avons pas de leçons à recevoir, lâche le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Un climat tendu alors que s'éloigne pourtant le risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro. La victoire de la droite aux élections législatives rassure les marchés. Un soulagement de courte durée car la crise bancaire espagnole inquiète toujours les investisseurs. Une bonne nouvelle toutefois pour le FMI qui obtient 456 milliards de dollars supplémentaires avec une contribution plus importante des pays émergents. L'humour anglais ne fait pas vraiment rire les Français. En marge du G20, David Cameron offre l'asile fiscal aux riches si Paris applique la taxe à 75% sur les hauts revenus. Une plaisanterie qui laisse de marbre François Hollande. Le président semble plutôt satisfait de son premier G20. La croissance était au cœur des discussions. Le chef de l'État a d'ailleurs transmis son pacte de croissance à ses homologues européens. Un pacte qu'il estime à 120 milliards d'euros. Il lui faudra surtout convaincre Angela Merkel. Nous chercherons le compromis. Mais j'ai l'impression que sur le paquet croissance, les choses avancent et avancent bien. La France fait un bond en arrière sur les eurobonds. Dans la presse allemande, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault admet ne pas s'attendre à la mise en place d'euro-obligations avant plusieurs années. Paris veut désormais faire de l'union bancaire sa nouvelle priorité. La Grèce a enfin un nouveau gouvernement. Vassilis Rapanos, le président de la Banque nationale grecque, devient le nouveau ministre des Finances. Sa priorité, renégocier avec Bruxelles et le FMI le plan d'austérité. Mais l'Allemagne refuse tout assouplissement. Bien sûr, nous discuterons avec les Grecs pour savoir si oui ou non la Grèce peut participer plus à l'élan de croissance au sein de notre programme de croissance de l'Union européenne. Mais cela ne change rien aux conditions du plan de rigueur européen. Et les perturbations sont également de rigueur chez Air France. La compagnie aérienne annonce un vaste plan d'économie. Elle compte supprimer plus de 5000 postes. Dernier jour du sommet Rio +20, 86 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement au Brésil pour tenter de poser les bases d'une économie durable. Mais le texte final est encore bien en deçà de ce qu'attendaient les ONG. Bernard Spitz, évidemment, je commence par vous. Vous y étiez à Los Cabos, au Mexique. Vous avez négocié avec les syndicats, les représentants des syndicats du monde, un texte social. C'est la première fois qu'un agenda social est inscrit au G20. Pour vous, est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce qu'on on va vers un renforcement des protections sociales? C'est quelque chose qui serait possible au niveau mondial? Oui, alors ce qui se passe depuis maintenant 1 an, à Cannes, pour la première fois, il y avait à la fois les employeurs des 20 pays qui étaient présents. Ça fait plusieurs G20 que ce type de réunion a lieu. Le B20, c'est ça? On appelle ça le B20, B comme business. Et donc, il y avait pour la première fois aussi les syndicats, donc c'est le L20, Labour. Et donc c'est des occasions de se réunir de façon internationale pour aborder les grands sujets. Mais là, l'élément supplémentaire depuis Cannes, c'est l'idée que les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats puissent converger
sur un certain nombre de priorités, de messages, à la fois entre eux et à l'égard des chefs d'État, avec l'idée qu'effectivement, avec l'ampleur de la crise qu'on vient de rappeler dans votre résumé, il y a évidemment des réponses de nature financière, économique, commerciale à trouver, mais aussi de nature sociale. Donc la Chine, l'Inde, la France et les États-Unis peuvent penser de la même manière sur le plan social ? Ce sont évidemment, il y a des spécificités immenses dans chacun, mais il y a la possibilité en tout cas de converger sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de principes. Par exemple, le principe de la constitution d'un socle social minimal. Sur le fait que ce socle social minimal n'a pas ne peut pas être le même selon le niveau de développement des pays. Le fait que la compétitivité des entreprises soit reconnue par les syndicats comme un préliminaire pour le financement de la protection sociale. Vous avez là tout un ensemble d'éléments qui sont effectivement des principes sur lesquels on peut construire. Mais le fait que des pays, effectivement, comme les pays émergents, comme l'Inde, comme la Chine, acceptent d'entrer dans ce type de discussion, c'est effectivement quelque chose de très encourageant parce que ça montre que le dumping social ne sera pas nécessairement la solution vers laquelle ces pays vont se diriger. Mais il n'y a pas de sanctions. On est justement dans la déclaration morale, Bernard Spitz, là, dans ce cas de On figure. est dans la déclaration. On n'est pas dans la taxation de certains pays qui ne respecteraient pas, par exemple, des normes sociales ou environnementales. Il y en a été question à un moment donné. On n'enverra pas les chars, mais la déclaration, c'est quand même un texte qui a été annexé aux conclusions du G20 à Cannes, qui donc est amplifié chaque année, et qui donc est celui de la reconnaissance de la communauté internationale. À partir du moment où vous voulez, quel que soit le pays, être un acteur à part entière de la communauté internationale, eh bien, vous respectez les règles du jeu auxquelles vous acceptez de participer. Donc, c'est évident qu'on peut dire que tout ça est une vision éventuellement un peu naïve, mais en réalité, c'est ce à partir de quoi on peut construire, donner des indications, et c'est aussi un message politique qui est important, auquel la France était attachée. D'ailleurs, il y avait Michel Sapin qui accompagnait le président de la République à Los Cabos. C'est un message consistant à dire il y a la réponse internationale, elle ne passe pas que par les grandes solutions économiques, elle passe aussi par une espèce de dialogue social à l'échelle mondiale. Alors il est embryonnaire, c'est un début, c'est vrai, mais c'est quelque chose, je crois, de très prometteur et qui est un vrai message pour les populations parce que elles auront au moins l'impression qu'à l'occasion de ces grands rendez-vous internationaux, on s'intéresse à leurs problèmes réels. Et les syndicats, les employeurs, ils sont là pour parler de l'économie réelle et des problèmes tels qu'ils se posent vis-à-vis des chefs d'État. Alors, moi, je pense que ces G20 sont un échec. C'est-à-dire que c'était une très belle idée quand ça a été créé en 2008. Ça a dérivé, on est allé vers le choc des photos, la belle photo qu'on voit au fond d'écran, là. Le poids des mots, on ne l'a pas tellement vu. Il y a eu un sommet qui a été utile, c'était en 2009, à Londres. Depuis, c'est une série de déclarations qui n'enthousiasment pourquoi personne. Alors, il faut se poser la question, pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a pas d'opinion mondiale. C'est-à-dire, c'est très frappant, alors en dehors de France 24, mais quand on regarde les conférences de presse des Allemands, des Américains, des Français, les médias de chaque pays s'intéressent aux déclarations de leur propre chef d'État. Mais on n'insiste absolument pas, on ne va pas écouter ce que qu'elles ont lieu en même temps, à peu près toutes ces conférences de presse. Alors c'est déjà le cas pour les sommets européens. Alors sur les sommets du G20, c'est évidemment une sorte de capharnaüm et chacun on va demander à François Hollande ce qu'il pense de telle actualité nationale et puis un commentaire aussi bref que possible, s'il vous plaît, Monsieur le Président, sur ce qui s'est déroulé dans les enceintes du G20. Vous n'êtes pas d'accord avec Bernard Spitz quand il dit qu'il y a tout de même un premier pas, on avance même dans le domaine social. Oui, alors je n'y étais pas, donc ça avance, etc. Mais bon, c'est tellement long, il n'y a pas d'opinion mondiale et on sent bien quand même que les décisions les plus importantes se prennent dans des cercles restreints. Donc je pense qu'il se passe en ce moment exactement la même chose que pour le G7 il y a une vingtaine d'années. Très bonne idée au départ, un club, on se voit une fois par an, on parle entre chefs d'État et puis c'est devenu une sorte de grandes fiestas dans des endroits alors souvent magnifiques, effectivement là, vous pouvez l'un et l'autre le confirmer, mais en même temps les décisions, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui est vraiment sorti de ce communiqué? Si on n'a pas lu le communiqué, enfin je l'ai lu, mais il y a certains, on parle de la croissance, on parle du rebalancing probablement, du rééquilibrage des politiques croissance économiques. Croissance et emploi cette fois. Ah bon, très bien. Si je peux juste dire une chose pour qu'on nous comprenne bien, ce qu'on dit n'est pas contradictoire. Ce que vient de dire Dominique Seux concerne le G20. Le G20, c'est la réunion des chefs d'État. Donc on attend d'eux, ils ont les manettes, on attend d'eux des solutions, et c'est évidemment extrêmement compliqué. C'est un progrès tout de même quand il a été créé. Ce qui se passe à côté, c'est-à-dire le fait que d'autres que les chefs d'État, les partenaires sociaux, puissent, à l'occasion de ces G20,
en utilisant la dynamique des G20, se parler, se voir, alors ça c'est quelque chose qui crée un élément. Et il y a des choses concrètes qui sont sorties de là. Nous par exemple, on a un grand programme d'apprentissage. L'Erasmus du G20. C'est ça, c'est l'idée de Erasmus, c'est les étudiants en Europe. L'idée c'est d'élargir le concept à l'apprentissage et aux stagiaires et le faire dans les pays des... qu'un étudiant français puisse aller étudier facilement. Pas étudiant, c'est vraiment l'apprentissage. D'accord, un apprentissage en Inde. Un apprentissage puisse, exactement. C'est pas contradictoire. J'ai juste une toute petite anecdote d'un centième de seconde, enfin un peu plus. Allez-y. Au dernier G8, tout le monde s'est demandé ce qui allait se passer à Camp David avec François Hollande qui arrivait, est-ce qu'il allait changer la donne, etc. G8, ouais. On a réalisé en fait que le communiqué final du G8 était celui... Au mot près, on a publié sur les Échos les deux versions. Au mot près, celui qui avait été négocié une quinzaine de jours avant le changement de président. Il y a eu peu de surprises, tout ça est écrit. Bon, voilà, c'est bien, il faut se parler, c'est toujours utile de se parler, mais malheureusement, les G20 ont dérivé et donc c'est une déception. Jacques Sapir. Le G20 utile, inutile, celui-là en particulier. C'est vrai qu'il y avait croissance et emploi, et puis en même temps, on sait que la croissance et l'emploi, ça ne signifie pas la même chose qu'on se place du côté allemand, du côté français. Bon, il n'est jamais inutile que des chefs d'État se voient. Ça, c'est très clair. Et je pense qu'il peut être utile effectivement qu'il y ait les représentants des grandes entreprises et les représentants des syndicats qui se voient par la même occasion. C'est clair. Maintenant, les travaux qui se font au G20 ou dans les cercles associés ne correspondent absolument pas aux besoins de l'heure. Et on le voit très bien, effectivement. Donc il y a un décalage pour vous entre... Oui, il y a deux décalages en fait. Il y a d'abord un décalage entre des décisions qui sont prises au consensus et des situations qui peuvent exiger des décisions qui ne seront pas consensuelles. Ça, c'est un décalage évident. Il y a un autre décalage qui est un petit peu plus subtil, c'est le décalage, et ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, entre le fait qu'il n'y a pas d'opinion publique, il n'y a pas de corps politique international. Et donc, d'une certaine manière, tous les gouvernements sont amenés à se positionner par rapport à leur propre électorat. Donc il faudrait quoi? L'institutionnaliser peut-être plus? En faire une sorte de conseil mondial? Ce n'est pas possible. Il y a une proposition française qui était de créer un secrétariat permanent. Oui, mais tout ceci n'est pas possible. Ça ne correspond pas à la réalité des choses. Et donc, il faut le savoir et il faut peut-être cesser de mettre trop d'espoir dans ces réunions. Oui, on observe bien que année après année, mois après mois, on assiste vraiment à un détricotage des relations internationales. Tous les sommets sont de plus en plus tendus, il y a de moins en moins de coopération. On a vu ici qu'il y avait des tensions assez fortes de pays émergents qui essaient de faire pression sur l'Europe, en particulier l'Allemagne. Oui, mais ils ont fini par participer au FMI, les pays émergents, avec leurs négociations, évidemment. Oui, mais enfin... Moi, je veux bien qu'on espère que ce soit la Chine ou le Brésil qui va venir transférer des centaines de milliards pour qu'on continue à s'acheter des iPads. Enfin, j'ai tendance à penser qu'ils vont plutôt s'occuper de leur population plutôt que de venir aider des pays européens qui, depuis 40 ans, gèrent mal leurs finances. Enfin, il faut arrêter de rêver. Les États-Unis ne sont absolument pas coopératifs non plus au niveau du FMI et refusent une augmentation de leur contribution. Ça se comprend bien. Je veux dire, tout le monde connaît des finances publiques en perdition. Forcément, mais les émergents l'ont fait, 450 milliards de dollars finalement, enfin 200 milliards qui viennent on attendra de voir des Européens. On attendra de voir quand ils seront vraiment décaissés, vraiment déversés et sur qui. Pour le moment, tout vous ça, n'y croyez tout pas, ça n'est pas crédible pour vous? Bon, je veux dire, quand ça fait 22 fois qu'on fait des promesses qu'on ne tient pas, forcément, la crédibilité en prend un coup. Et c'est ce qui se passe depuis ces G20, qui, comme le disait très bien Jacques Attali en l'écrivant VAINS, ce sont des petites rencontres informelles de chefs d'État qui ont pour but principal d'augmenter un tout petit peu le PIB du Mexique lors du sommet et de faire un communiqué, une conférence de presse, et puis il n'y a plus rien le lendemain. Ah ouais, vous êtes très négatif, donc il ne servirait vraiment à rien. Mais on voit qu'il n'y a rien. Je veux dire, non, l'action de Bernard en particulier est intéressante au niveau des partenaires sociaux. Ça marche bien depuis un moment, mais le souci n'est pas là. Le souci, c'est qu'il y a l'euro qui est en perdition. Le souci, c'est que l'Amérique est en récession carabinée. Elle est en train d'arriver également en Europe et qu'on ne s'occupe pas des problèmes de la finance mondiale qui est complètement non régulée, qui est en train de s'attaquer à l'économie réelle. On ne s'occupe pas de la lutte sérieuse contre les paradis fiscaux. On ne s'interroge pas sur la croissance ne revient pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Enfin, voilà, on a des débats qui sont complètement à côté. C'était bien, c'était les sujets du G20, puisqu'on a parlé de croissance, emploi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un rapport de force, par exemple, entre les États-Unis et les Européens, un petit peu compliqué, et que finalement les Américains ont essayé de faire pression sur les Européens pendant ce sommet? Les Américains, ils sont en début de cycle de campagne présidentielle, donc pour eux, c'est ça qui est l'élément fondamental. Il fallait que rien ne se passe. Il fallait, voilà, qu'il faut pas créer de désordre. Alors, c'est vraiment, je crois que malheureusement, tout ce qu'on dit est juste, c'est qu'à la fois, ce sont des rencontres qui ont leur intérêt, parce que si elles n'avaient pas lieu,
on pourrait craindre qu'il y ait une espèce que tout ça parte dans tous les sens et d'une façon qui soit, alors là, désespérante. Ça donne un minimum de coordination, un minimum d'organisation. Et puis on sait que la personne, aujourd'hui, ce qui compte, c'est les relations entre les individus. Donc le fait qu'à cette occasion, ils se rencontrent, ils se parlent, bon, c'est quelque chose qui est un plus. Maintenant, si on en attend des miracles, effectivement, c'est très compliqué. Avant, les G8, on a réalisé les G7 puis les G8, on a réalisé l'évidence, c'est-à-dire que les grandes décisions qui se faisaient façon 45, c'est-à-dire sans les pays émergents qui pesaient, ça n'avait plus de sens. Bon, on est passé, on a arrêté ce déni de la réalité. Et en même temps, du coup, ça devient très compliqué parce que mais il faut, je sais pas, il faut être. Je veux dire, je n'ai jamais cru que des miracles pouvaient venir de ce type de réunion. Je crois qu'il faut qu'on ait des objectifs mesurés et se dire que c'est pas effectivement, quand aujourd'hui le problème c'est l'Europe, c'est aux Européens de régler leurs problèmes. Ils ne vont pas les régler au G20. Oui. Il y a deux choses qui me frappent, c'est que au fond, si ont dit au G20, non, mais si ensemble, on était d'accord pour reconnaître qu'au fond, les chefs d'État ne savent pas très bien quoi faire. Moi, c'est ce qui me frappe, c'est qu'au fond, les solutions n'émergent pas, ne sont pas évidentes. En même temps, personne dans le monde ne dit, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, et tout le monde se reconnaît dans cette idée. Tout le monde tâtonne. Ça, c'est le premier point. Il y a quand même il y a une crise de l'expertise. Il y a beaucoup d'experts de la crise, mais il y a aussi une crise de l'expertise. Le second point, c'est que à la fois, nous sommes traversés par des mouvements conjoncturels, les questions européennes, etc. Mais derrière, il y a un grand basculement structurel qui fausse évidemment la lecture qu'on a de tout ça. Et donc, il est normal, d'une certaine manière, que des G20 ne puissent pas répondre comme ça dans l'urgence. Il y a une surattente, effectivement, il y a une attente considérable. Alors, à la sortie d'un G20, c'est comme les conseils européens, on dit ça y est, l'euro est sauvé, ça y est, le monde est sauvé. Puis le lendemain, les marchés disent là, il n'y avait pas vraiment de sauvetage. Est-ce qu'il faut les arrêter, ces G20 ? Non, je pense que s'il ne se passait pas, la situation serait un peu plus mauvaise qu'elle ne l'est actuellement. On va terminer cette première partie sur un message positif. Ça, c'est très clair. Les optimistes et les pessimistes, vous la connaissez, c'est au début de l'auteur de Zinoviev. Qu'est-ce que pensent les pessimistes? Que tout va mal, que ça ne peut pas aller plus mal. Que pensent les optimistes? Ils pensent que si. Voilà. En tout cas, merci pour cela. Et puis, on se retrouve dans la deuxième partie. Restez surtout avec nous. D'abord, les infos. Et on se retrouve ensuite. Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Je vous présente rapidement mes invités. Jacques Sapir, bonjour, économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Dominique Seux, éditorialiste au journal Les Échos. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurance et coordination des questions sociales au G20. Et puis Olivier Berruyer, auteur du blog www.lescrises.fr. Alors, quelle prochaine étape pour l'Europe? Nous sommes à quelques jours d'un conseil décisif. L'Union européenne va-t-elle créer une union bancaire? La Grèce veut 2 ans de plus pour assainir ses comptes. Les Européens et le FMI vont-ils renégocier le mémorandum? Quelles pourraient être les modalités d'un plan bancaire pour l'Espagne? Quelques réactions, on se retrouve après. Le premier objectif, c'était de mettre la croissance au premier niveau de nos discussions et au premier rang de nos priorités. Et c'est cette volonté de croissance qui figure dans les termes mêmes de nos conclusions. Au nom de l'Union européenne, nous avons affiché un front uni et montré que nous étions déterminés à résoudre cette crise. Nous le ferons avec davantage de rigueur budgétaire, grâce à des initiatives de croissance et une coordination européenne plus solide. J'ai été aussi très claire sur le fait que nous avions toujours besoin de trouver un équilibre entre supervision et sens des responsabilités. Bernard Spitz, alors c'est sûr que l'axe franco-allemand, est-ce que finalement il y a du plomb dans l'aile ou pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti au G20 sur justement cette volonté d'être ensemble et de faire avancer l'Europe? Moi, j'ai plutôt le sentiment que ça allait dans le bon sens à Los Cabos et qu'on était plutôt dans une forme de normalisation des choses. Mais enfin, c'était très intuitif. Nous, on représentait les employeurs, on n'était pas dans la discussion avec les chefs de gouvernement. Mais disons que les échos étaient plutôt, de ce point de vue-là, plutôt rassurants. Alors, l'union bancaire, est-ce que ça pourrait être effectivement la prochaine CK en Europe? C'est-à-dire la prochaine étape d'une Europe qui pourrait s'approfondir par ses banques? Je ne sais pas si le charbon et l'acier est une référence
On suppose que c'est une étape économique décisive pour faire... De toute façon, quel que soit, on sent bien aujourd'hui qu'on est à un moment absolument décisif. Et c'est vrai que la réunion de la semaine prochaine va être tout à fait clé. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut apporter, alors pour une fois, des solutions qui donnent le sentiment qu'on est vraiment dans le dur. Et donc, problème bancaire, c'est effectivement l'une des options les plus urgentes à traiter. Jacques Sapir, l'union bancaire, c'est la prochaine étape pour l'Europe ? Alors, l'union bancaire, on en parle beaucoup. On n'a rien fait depuis 13 ans et il est très peu probable que l'on fasse des choses décisives à ce prochain sommet. Pas de supervision, vous pensez? C'était même inscrit pour le coup dans le communiqué du G20, supervision des banques en Europe. Oui, on va parler de la supervision, on va parler de la nécessité en particulier dans la banque de détail d'avoir des règles communes, mais quant au fait de fixer des règles communes précises et de faire en sorte que ces règles précises soient respectées dans tous les pays, ça je n'y crois pas. Ou en tous les cas, ça prendra beaucoup plus de temps. Or, le problème, c'est que ceci n'est pas la réponse aux questions du jour. Les questions du jour, ce n'est pas la supervision bancaire. La supervision bancaire, elle aurait été nécessaire il y a 7 ou 8 ans pour éviter que les banques espagnoles se trouvent dans la situation où elles sont aujourd'hui. Donc c'est trop tard pour la faire, vous dites? Mais bien sûr, ça revient à fermer la porte de l'écurie quand le cheval s'est échappé. On ne voit pas le sens. Ce n'est pas le problème, en fait. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est beaucoup plus les besoins de financement de l'Espagne, les besoins de financement de l'Italie, le problème de la Grèce et puis le problème de tous les autres pays, Portugal, Chypre, Irlande. L'union bancaire, c'était pour éviter que ça recommence. Hein. C'était un petit peu ça l'idée. Oui, très bien, très bien. On va éviter que ça recommence d'ici 7, 8 ou 9 ans. Mais on ne va pas traiter les problèmes qui sont les problèmes immédiats. Je reprends 2 points. Je suis d'accord avec Bernard Spitz sur le point que France-Allemagne, les choses convergent un petit peu. Le climat a changé samedi. Enfin, à 2 occasions. Depuis samedi, la France a compris qu'elle avait fait une erreur en sauvant l'opposition social-démocrate. Et on voit l'intervention de Jean-Marc Ayrault dans la presse allemande, première intervention écrite de Jean-Marc Ayrault dans la presse allemande mardi, pour dire les euro-obligations, non, c'est plus un sujet pour nous. En tout cas, ça n'est pas important. Donc ça a à court terme. Vraiment, la France a avalé son chapeau d'une certaine manière. La clé, c'est que tout le monde est... Enfin, les esprits se rapprochent sur les priorités du prochain sommet, voire des 2 prochains sommets, parce que je serais prêt à parier quelques euros aujourd'hui qu'il y aura un autre sommet au mois de juillet pour entériner un certain nombre d'avancées. Quelles sont ces priorités? D'un côté, c'est échanger la stabilité financière, quelques instruments de stabilité financière contre des avancées politiques. Les marchés, manifestement, ont besoin de ces 2 signaux à la fois. La stabilité financière, c'est l'idée qui avance ces jours-ci d'Eurobills, c'est-à-dire de mutualisation d'emprunts à très court terme, inférieurs à 1 an pour alléger la pression sur les taux en Espagne et en Italie. Sur les Eurobills, même s'ils ne cèdent pas sur les Eurobills. Voilà, il se passe quelque chose en ce moment avec bon, c'est de la technique, c'est épouvantable, ça va être très compliqué à avoir de l'opinion cette affaire-là, mais il peut se passer quelque chose. Et puis du côté politique, on demandera probablement un nouveau rapport à Van Rompuy et Barroso, mais on sent qu'il y a des avancées qui vont être faites, qui n'auront pas d'effet à court terme, mais ce sera le signal que l'Europe s'engage. L'union bancaire, on fait partie. Alors, l'union bancaire, je suis d'accord avec Jacques Sapir, ça ne va pas changer dans les 3 mois quelque chose. En revanche, d'installer une supervision, qu'elle passe par les superviseurs nationaux ou les superviseurs européens, des déclarations qu'on fait sur ce point, je ne suis pas certain que c'est des effets à court terme. Et puis il reste le 4e volet, qui est le volet croissance. Le volet croissance, là, ça va être de l'affichage. On va afficher un chiffre de 100, 120 milliards, qui seront des choses qui étaient déjà dans les tuyaux, etc. Ça fait ni mal ni bien. 0,2% du PIB européen sur 5 ans. Bon, c'est très bien, il faut le faire sans doute, on aurait dû le faire avant, etc. Mais ce n'est pas ça qui va soutenir la croissance dans les 4 ans qui viennent. Olivier Burrier. Mais on a besoin d'espoir, donc allons-y. Oui, on a besoin d'espoir, mais sauf qu'on ne peut pas dire qu'on prend une route vraiment pleine d'espoir. On peut s'attendre à ce que le prochain sommet soit encore un sommet type G20 où on va faire beaucoup de promesses. Peut-être que pour le coup, il y aura un pseudo-accord qui sera signé, mais ce qui est plus intéressant, c'est quel est vraiment
l'état des relations en Europe aujourd'hui. On voit très bien qu'aussi elle se dégrade à une vitesse que je trouve hallucinante. Quand on voit vous n'êtes pas d'accord avec tensions... ce qu'a dit Dominique Seux sur les rapports franco-allemands? Non, un peu apaisé parce qu'on oublie les euro-obligations. Il a bien dit depuis samedi, donc effectivement, voilà, cette semaine c'était un peu mieux que les 8 semaines passées. On verra les 8 prochaines. Il y a eu le second tour des législatives qui s'est passé, donc ça a évidemment changé un peu le paysage. Mais peut-être, mais fondamentalement, l'Europe et la zone euro en particulier est en train d'affronter sa contradiction originelle. Elle n'a pas choisi, en tout cas elle choisit mal, de se définir. Est-ce que c'est un pays avec 17 régions ou est-ce que c'est 17 pays qui sont concurrents au possible et de façon acharnée? Le fait d'avoir fait une monnaie unique, ça impliquerait que ce soit un seul pays. Un seul pays, ça veut dire que ça a des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Une fédération, donc, là. Oui, une fédération. Donc, autrement dit, dans une fédération, vous n'avez pas un SMIC dans une certaine région, vous n'avez pas un temps de travail dans un autre, vous n'avez pas une sécurité sociale qui se balade toute seule dans un autre pays aussi. Donc, moi, c'est quelque chose d'extrêmement intégré. Ça fait 10 ans où tous les jours, on voit que les pays ont choisi le contraire. L'Allemagne a choisi une politique non coopérative. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un nouveau départ. Les Allemands, d'ailleurs, commencent à y tenir, cette idée de fédéralisme. Ce serait plutôt les Français qui ne sauf seraient que personne n'en veut. Oui, attendez, il y a des petits jeux politiques. De quoi on parle? La position allemande consiste à dire il nous faut des règles communes sur la manière dont vous dépensez votre argent. Si c'était un vrai fédéralisme, on se mettrait aussi d'accord sur la collecte fiscale. On se mettrait d'accord pour mettre en commun les recettes, pour avoir une Europe de la fiscalité et pour avoir une Europe sociale. Donc le fait... Et ça, ils ne le souhaitent pas. Bien sûr, les Allemands ne le souhaitent pas. Le fait de limiter le fédéralisme simplement à la question de la dépense, ça veut dire que derrière le mot fédéralisme, on cache simplement une volonté disciplinaire de l'Allemagne sur les autres pays. Et il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc il faudrait une union fiscale pour vous, plus une union... Il faudrait une union fiscale, bancaire, il faudrait une union sociale, c'est évident. Et même, si vous voulez, c'est ce que Jacques Delors avait dit. Jacques Sapir, le modèle allemand, il fonctionne pas mal quand même. Oui, mais c'est un pays... Je ne pense pas, je suis entièrement en désaccord avec vous, je ne pense pas que le modèle allemand soit un modèle en tant que tel. Autrement dit, les réussites de l'Allemagne ne sont pas exportables et sont basées en réalité sur une asymétrie entre le comportement de l'Allemagne et le comportement des autres pays dans la zone euro, car si nous avions tous fait la même politique de l'Allemagne au même moment qu'elle, nous aurions connu une récession et une crise d'une grandeur absolument inconnue. Elle l'a fait au détriment de ses partenaires. Bernard Fritz, vous voulez réagir? Oui, simplement, on dit tous la même chose. On s'y est pris trop tard et maintenant on a mis la charrue avant les bœufs, on n'a pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire. Et on s'est d'ailleurs dit à l'époque que c'était avec l'euro que ça allait permettre d'entraîner le reste. Et on voit bien que s'il n'y a pas une volonté politique, ça n'entraîne rien du tout, ça entraîne des contradictions. Aujourd'hui, derrière les enjeux immédiats et qui se posent au niveau bancaire, il y a un autre enjeu que personne ne souligne trop parce que c'est encore plus compliqué, mais qui est celui du secteur de l'assurance, parce que quand on dit d'assurer la croissance, c'est de s'appuyer sur ce que sont les financeurs à long terme. C'est les gens qui financent l'investissement, qui permet éventuellement de sortir de la crise en finançant l'investissement. Or, là aussi, on a en Europe un décalage total entre la réalité du monde tel qu'il est et puis les intentions. Il y a une autre directive dont on discute qui s'appelle Solvency II, dont les Français n'ont pas entendu parler parce que c'est tellement compliqué que ça décourageait les médias et les hommes politiques. Pour réguler le secteur de l'assurance. Simplement, c'est une régulation qui a été inventée il y a 10 ans. À l'époque, on avait une vision à court terme de l'économie. Donc c'est une vision qui est totalement... qui n'a aucun effet positif sur la croissance, mais qui va accélérer la volatilité. Qui n'est plus adaptée aujourd'hui. Et donc, au G20, vous avez faites vu le les même images. parallèle avec justement peut-être des décisions qui sont prises. Je dis simplement qu'on a encore le temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est quand même frappant de voir qu'au G20, justement, Cameron, sur les images que vous voyez tout à l'heure, a dit très clairement que c'était pas better reform, mais worst reform, et qu'il fallait arrêter ça. Il a dit également qu'il allait faire venir les Français qui allaient payer la taxe de 75%. Et puis surtout, il est contre la taxe sur les transactions financières, et là-dessus, il y a eu un échec au G20. On n'en parle plus, il n'y a pas d'unanimité sur la question. Le problème, c'est que ce sont des choses qui ne peuvent marcher que si tout le monde les fait. Donc autant les faire disparaître du communiqué, c'est ça mais ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est très étonnant. Ça fait 38 ans qu'on fait des déficits et on se rend compte qu'on ne peut pas rembourser la dette. De quelle solution on parle? Comment on fait pour faire encore plus de dettes?
dette en faisant des eurobills, des eurobonds ou des mutualisant, oui, mais c'est pas mutualisant, c'est mutualiser pour en faire encore plus. Si on mutualise la dette, il faut pas arriver, comme l'a dit Jacques aussi, on va mutualiser les recettes. Et ça veut dire quoi, mutualiser les recettes fiscales? Ça veut dire faire ce que fait la France avec la Guadeloupe, des transferts. L'Allemagne va-t-elle accepter de payer des impôts pour les transférer à la Grèce, au Portugal? On peut en douter. C'est facile de leur dire, vous n'êtes pas solidaires, mais oui, c'est normal, on est en train de leur demander de payer pour les autres. La question, c'est est-ce qu'ils accepteront, et on peut être inquiet vu les réactions qu'il y a actuellement en Allemagne. Alors, sur la Grèce, nouveau gouvernement, Antonis Samaras a d'ailleurs annoncé pour le symbole qu'il allait réduire de 30% les salaires ministériels. Bon, au-delà de ça, en tout cas, Athènes va tenter d'assouplir les mesures d'aide et la Grèce pourrait disposer d'un délai supplémentaire de 2 ans pour accomplir l'assainissement financier. Dominique, c'est pas un peu tard? Déjà, en baissant les salaires de 30%, c'est un président normal, alors que nous avons en Grèce aussi. Est-ce que c'est un peu tard? Oui. Bon, quelque part, ça fera respirer les Grecs? Ça fera respirer les Grecs. Non, mais je pense qu'il y aura une négociation. On va renégocier le mémorandum. Je pense qu'il y a un mois, il y avait notamment au FMI, notamment à la Commission européenne, l'envie d'envisager une sortie à froid de la Grèce. Les calculs ont été faits, tout le monde a regardé ça. Sortie à froid, ça coûte plus cher que toute autre chose. Donc l'idée maintenant, sortie ordonnée. L'idée maintenant, c'est de garder, depuis ce vote, de garder la Grèce dans la zone euro. Donc des ajustements vont être faits. Ce qui est attendu, c'est la formation d'un gouvernement, c'est fait, et 2, que la Troïka, FMI, Banque Centrale Européenne et Commission Européenne, aille inspecter, aille regarder si les Grecs délivrent en termes de résultats. Mais je pense que les choses, je pense qu'il y aura des ajustements et que les Allemands sont prêts en réalité à le faire. Il y aura un habillage. Aujourd'hui, ils sont prêts. Donc, je pense qu'il y aura. Comme l'a dit François Hollande, d'ailleurs, plus de temps, c'est plus d'argent. Il l'a dit lors de sa conférence de presse. Bien sûr. Mais les Allemands, ils ont un problème de politique intérieure. Vous savez, les transferts, ils existent déjà. Mme Merkel, elle a son opinion publique et elle perd les élections régionales les unes après les autres. Et donc, sur le sujet grec, il n'y a pas forcément un élément de rationalité très fort, mais il y a un élément subjectif dans l'opinion publique allemande qui est qu'à un moment, il faut les faire payer. Et donc, ça, il faut arriver à surmonter ces démons-là. Parce que les transferts, ils ont déjà été faits. Il faut prendre des exemples très concrets. Le métro d'Athènes, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, il a été financé à 97%, je crois, par l'Union européenne. Bon, ben voilà, il y a des transferts qui ont été faits. C'est des petits transferts. Aujourd'hui, la Grèce, elle doit à l'Union européenne 250 milliards. Elle ne remboursera pas 250 milliards, elle ne remboursera pas la moitié. Si elle rembourse le quart, ce sera déjà bien. Donc tout ça, ce sera avec un report. Enfin, en tout cas, on va lui permettre un report. On voit bien qu'il n'y a aucune solidarité en Europe. C'est de ça dont on meurt. La solidarité, elle est dans les communiqués. Au moment d'ouvrir le porte-monnaie, personne ne veut ouvrir le porte-monnaie. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas comme en Allemagne. Je suis désolé, un Estonien ou un Slovaque, pour un Français, pour un Allemand, c'est pas la même chose. Pour vous, l'Allemagne n'est pas prête à être plus solidaire. Mais on le voit, mais je regarde, ça fait 10 ans qu'on le voit. Est-ce qu'on voit des évolutions? Non, si vous voulez, je pense qu'il faut bien voir. Oui, l'Allemagne, comme la France, ont contribué au budget européen. Donc oui, il y a des transferts. Mais le niveau des transferts qui aujourd'hui serait exigé pour faire fonctionner la zone euro dépasse de très loin les niveaux auxquels on est. Et c'est là effectivement ce que vous avez dit qui est parfaitement juste. C'est que la population allemande ne veut pas de ce type de transfert. Si la question était posée dans ces termes à la population française, je suis persuadé que nous aurions exactement la même réponse. Mais il y aura une renégociation, à votre avis, quand même, du mémorandum? Je pense que oui, il y aura une renégociation, mais les résultats concrets que les Grecs en tireront seront très inférieurs à leurs attentes, aux attentes de la population, et donc je pense que ce gouvernement va tomber en septembre ou en octobre. Vous pensez que la Grèce va sortir de l'euro à un moment ou à un autre, en réalité? Je pense que la Grèce va être, d'une certaine manière, obligée de sortir, que ce soit d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ça, après, on ne sait pas sur quel événement, quel sera l'événement déclencheur, mais je suis persuadé, par contre, que ce gouvernement ne tiendra pas mais ça, c'est très dangereux parce qu'il y a une façon trompeuse d'appréhender ce type d'événement. La façon trompeuse, c'est de se dire ça pèse pas grand-chose finalement, c'est absorbable aisément. Oui, mais ça, c'est le même raisonnement qu'on avait fait avec l'Allemagne il y a 3 ans. C'est-à-dire que sur le bilan bancaire, ça représentait, c'était un mauvais moment à passer. Pas du tout, parce qu'après, il y a le phénomène des dominos. Quand les dominos ont la taille d'une banque, c'est déjà embêtant, et quand c'est à la taille d'un État, c'est des gros dominos. On n'a pas le temps d'ailleurs de parler de l'Espagne en parlant de contagion. Vous pensez que l'Espagne est débranchée de la Grèce en ce moment? Non, pas l'Espagne, mais la Grèce, des autres pays, les banques européennes ont quasiment plus de créances. Ce sont des créances publiques, c'est débranché. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'il y a une avancée politique pour le reste.
reste... Non, mais attendez, il y a le phénomène de la contagion et le phénomène de la contamination. Le phénomène de la contamination, c'est évidemment la transmission des effets réels d'un pays vers l'autre et donc des effets bancaires. La contagion, c'est ce qui se passe au niveau psychologique. Et effectivement, si la Grèce sort, immédiatement, le Portugal et l'Espagne auront un impact très violent. Tout le monde a dit que c'était la pire des solutions. Alors, une dernière conclusion. Qui veut conclure sur l'Espagne? Olivier Berruyer, peut-être, on vous a moins entendu. Le phénomène de contagion, on parlait... Oui, l'Espagne, on voit que son système... Quelle leçon peut-on tirer finalement de l'échec du premier plan bancaire, de ce plan bancaire dont on ne connaît pas très bien les contours, qui n'a pas du tout rassuré? De toute façon, on ne les a jamais connus, pour être très concret. Ça surtout un communiqué de presse qui sort en chiffre de 100 milliards. On connaît la raison de l'échec. Ouais. On connaît la raison de l'échec, c'est-à-dire que les fonds venaient du mécanisme européen de stabilité qui est considéré comme une dette, comme une créance senior. Et donc, en fait, les marchés se sont dit, on ne va pas prêter de l'argent si devant nous, il y a des créanciers plus prioritaires. Donc, c'est une erreur de communication, de conception. Et donc, il y a des raisons techniques aussi. Hein. Voilà, pas simplement, on verra d'ailleurs cette semaine comment ça va évoluer. En Espagne, on saura un petit peu plus. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Semaine de l'Écho.